Monsieur le Président, Monsieur l'Empereur, chère consoeur, Madame l'Empereur, j'ai quelques visages amis que j'aimerais citer. Monsieur Yannick Quérotré, qui est membre de notre conseil d'administration du Centre national de prévention d'études et de recherche sur les toxicomanies. Je voudrais aussi saluer la présence du professeur Géraud, que je rencontre à l'Académie de médecine les mardis médicaux. Je voudrais aussi saluer dans la salle un petit-fils de M. Quérotré, un jeune sportif, un talentueux rugbyman qui s'apprête, comme l'un de mes petits-fils d'ailleurs, à s'inscrire dans le journalisme sportif. Bon vent. Plein d'autres visages sont connus ou fausse reconnaissance, ça peut être une manifestation épileptique, mais peut-être qu'il y a 5 ans, vous étiez là et que vous avez impressionné ma rétine et quelques-uns de mes neurones. Je dois donc vous traiter non pas seulement du cannabis, de son principe actif, le THC, mais également, et j'ai bien perçu la demande qui était faite, d'élargir cela aux drogues en général et aux toxicomanies. Ce Centre national de prévention d'études et de recherche sur les toxicomanies, le CNPERT, a une formule fondatrice, une formule séminale qui est la suivante. S'il est important de se préoccuper de la protection de notre planète, il l'est plus encore de protéger nos enfants des toxicomanies qui les menacent. Vis-à-vis en particulier de cette planète, nous avons commis un certain nombre d'erreurs, nous nous appliquons à les réparer, mais encore faut-il que ceux qui nous suivent soient armés pour effectuer ces réparations. Les civilisations sont mortelles, la nôtre montre chaque jour un peu plus qu'elle est fragile, et celles qui seront attaquées par les drogues, et elles le sont toutes, mais celles qui succomberont, celles qui succomberont aux drogues succomberont en tant que civilisation. Quelques chiffres pour vous situer l'importance du problème dont nous traitons ce soir. Aujourd'hui, sur les routes de France, il va y avoir 10 accidents mortels, multipliés par 365, 3650 morts chaque année en France sur les routes. Aujourd'hui, en France, vont mourir dans les hôpitaux 110 personnes victimes de l'alcool, c'est-à-dire 41 000 décès annuellement du fait de l'alcool en France. Aujourd'hui, dans les hôpitaux français, dans les centres anticancéreux en particulier, vont décéder dans d'horribles souffrances, car manquer d'air est quelque chose d'insupportable, 205 victimes du tabac, 75 000 morts. Les statistiques ne prennent de pertinence que lorsqu'on les met en perspective. La route, 3600 morts, le tabac, 75 000 morts. Le cannabis dont nous allons parler est plus toxique que le tabac. Le cannabis génère, lorsqu'il est fumé, 6 à 8 fois plus d'oxyde de carbone, 6 à 8 fois plus de goudron cancérigène. Alors que le président de la République a déclaré, il y a 1 an ou 2, qu'il allait mettre en œuvre des mesures permettant qu'en 2032 apparaisse dans notre nation la première génération sans tabac, on serait complètement décalé d'imaginer qu'au moment où on essaierait de mettre cela en place, et le projet n'est pas gagné, on ne le voit pas d'ailleurs progresser de façon très intense. En tout cas, imaginez dans ce contexte, continuer d'évoquer la possibilité de légalisation du cannabis est une absolue folie. Mais les drogues ne se limitent pas à l'alcool, ne se limite pas au tabac. Le cannabis, disais-je, c'est 1 500 000 usagers réguliers. 1 500 000, alors qu'il s'agit d'une drogue illicite. Les autres chiffres
que j'ai évoqué, pour le tabac, 13 millions de consommateurs, c'est inhérent au fait que cette drogue, car c'est une drogue, le tabac bien sûr, que cette drogue est légalisée. S'agissant de l'alcool, 4 500 000 alcoolodépendants, je n'ai pas dit alcooliques, alcoolodépendants. Est alcoolodépendant, et nous sommes un certain nombre à répondre à cette définition, je ne suis pas sûr que je n'en fasse pas partie, c'est l'incapacité de se priver un jour par semaine de la consommation de toute boisson alcoolique. Et quand je dis boisson alcoolique, j'y mets bien sûr le poiret, bien sûr la bière, bien sûr le vin, bien sûr les spiritueux, bien sûr les alcools forts. 4 500 000. Et c'est dans ce vivier que l'on pêche, si je puis dire, quelques centaines de milliers d'alcooliques. Ne voyez dans cette appellation, de ma part en tout cas, rien de péjoratif. C'est un diagnostic, c'est une pathologie grave, c'est une pathologie contre laquelle on est largement démuni. Eh bien donc, voilà les chiffres que nous donnent à réfléchir les drogues licites. Alors, quant à légaliser celles qui ne le sont pas, cela ne pourra évidemment qu'accroître l'importance de ce drame national que représentent déjà le tabac et l'alcool. 200 000 héroïnomanes en France. Près de 100 000 sujets sont assujettis à des drogues de substitution pour permettre à l'héroïnomane d'arrêter de s'injecter son héroïne. Il s'agit de la méthadone, il s'agit de la buprenorphine à haut dosage. Buprenorphine à haut dosage qui est l'objet d'un scandale sanitaire typique. Voilà un produit qui a été proposé, développé comme médicament de substitution à l'héroïne, pour empêcher l'héroïnomane de s'injecter sa drogue, pour en particulier le mettre à l'abri, par le jeu des échanges de seringues, d'être contaminé par le sida, le virus de l'immunodéficience humaine. Eh bien, parmi ceux qui sont les bénéficiaires, entre guillemets, de la buprenorphine, près de 100 000 d'entre eux s'injectent le produit. Après l'avoir mis en solution, ils se l'injectent en lieu et place de l'héroïne. Cherchez l'erreur. Et pour ceux qui ne le font pas, eh bien, eux vont revendre cette drogue. Ils vont la revendre à de jeunes toxicophiles qui n'avaient pas encore vu s'ouvrir devant eux le chemin donc des morphiniques et qui vont le découvrir à bas prix. Et avec l'argent de cette revente, ceux qui se sont vus prescrire ce médicament, car au départ c'est un médicament, vont aller voir 6 médecins différents pour obtenir 6 ordonnances qu'ils vont se faire délivrer par 6 pharmaciens différents. Et que ferait-il d'un tel stock de cette buprenorphine ? Eh bien, ils vont la revendre à ces jeunes toxicophiles. L'enfer est décidément pavé de bonnes intentions. Liberté, que de crime on connaît en ton nom, disait Manon Roland, et la formule est applicable aux drogues et aux toxicomanies. Les chiffres donc du cannabis, 1 500 000, 600 000 usagers réguliers. C'est quoi un usager régulier du cannabis ? C'est celui qui fume un joint ou un pétard tous les 3 jours. Alors raconté comme ça, on a envie de sourire en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce gros-là qui vient nous embêter avec une drogue qu'on pourrait ne consommer qu'une fois tous les 2 ou 3 jours ?» En comparant cela en particulier aux consommateurs de tabac. Celui qui fume une cigarette toutes les heures est vis-à-vis de son imprégnation par la nicotine dans le même état que celui qui fume un joint ou un pétard de cannabis tous les 3 jours. Car de toutes les drogues, je dis bien de toutes les drogues, le THC, le tétrahydrocannabinol du cannabis, est la seule substance, le seul principe psychotrope qui perdure aussi durablement, aussi longtemps dans l'organisme.
pour vous en convaincre. L'étude Princeps qui a montré cela nous vient d'Australie. En Australie, les prisons, à la différence des prisons françaises, ne sont pas les super discounts de la drogue. Les prisons sont totalement fermées, hermétiques donc, à toute drogue. Les parloirs sont fermés, les surveillants de prison vont le matin prendre leur service, vont se mettre complètement nus dans une pièce, vont passer dans la suivante, recevoir leurs vêtements de la journée. Ils ne peuvent pas amener avec eux une drogue qui leur permettrait d'arrondir leur mois ou d'acquérir la tranquillité donc auprès de personnes qu'ils surveillent. Tirant parti de cette particularité, une pharmacocinéticienne, Madame Smith-Kieland, a repéré donc un certain nombre de sujets qui allaient être incarcérés et qui étaient des consommateurs réguliers de cannabis. Et donc, une fois qu'ils sont entrés, qu'ils n'avaient plus aucun accès à la drogue venant de l'extérieur, eh bien, tous les jours, elle va leur demander d'uriner dans un pot pour rechercher dans l'urine ce qu'on appelle les cannabinoïdes urinaires, les produits de transformation du cannabis qu'ils avaient fumé préalablement, qui s'étaient stockés dans leur tissu riche en graisse et en particulier le cerveau, et qui allaient l'éliminer au long cours. Plus de 8 semaines après l'arrêt de toute consommation de cannabis, les individus continuent d'éliminer dans leurs urines des cannabinoïdes urinaires. C'est une drogue lente, c'est une drogue très lente. Et donc le fait de ne fumer qu'un joint ou un pétard tous les 3 jours, eh bien, permet d'assurer une imprégnation permanente en THC. Alors vous me direz, alors pourquoi y en a-t-il qui se mettent à en fumer tous les jours et puis plusieurs fois par jour? Parce que survient un phénomène qu'on appelle la tolérance. La tolérance, c'est une diminution de l'intensité de l'effet au fil de l'usage. Cette tolérance, on la connaît très bien avec l'alcool. La première gorgée de bière vous a fait chanter la Marseillaise. Eh bien, j'ai eu à accueillir au service des urgences de mon hôpital un sujet qui avait amené entre 2 gendarmes, mais sans les tenir, qui avait une alcoolémie à 5 grammes par litre. Je vous rappelle que la limite répréhensible pour des conducteurs aguerris, c'est 0,50 g, que le coma éthylique se situe autour de 2 grammes, 2,5 grammes par litre. Eh bien lui, il était à une alcoolémie de 5 grammes par litre. Par le jeu donc de la tolérance, il était arrivé à ce rare niveau. Et puis on voit croître avec une intensité inquiétante l'apparition de la cocaïne dans notre pays. Au point que les soirées estudiantines, j'ai un de mes petits-fils, assez fêtard, qui organisait beaucoup de rallyes, de soirées, de bizutage. J'ai essayé de le limiter dans ses enthousiasmes. Et un jour, il y a quelques années, il est venu me dire « Papy, j'arrête, je ne suis plus organisateur. » Alors, je dis « Oui, pourquoi, Édouard, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Au début, ils venaient avec de l'alcool. Ben, on rigolait bien. Puis après ça, ils sont venus avec du cannabis. » Là, ça m'inquiétait déjà un peu plus. Parce que alcool plus cannabis, ça faisait très mauvais ménage. Mais maintenant, ils arrivent avec de la cocaïne, soit du chlorhydrate de cocaïne, la neige, la blanche, le crack, pour se faire des sniffs, ou bien la cocaïne base, le crack, fumé donc sur ces dispositifs très rudimentaires que sont les pipes à crack. Or là, on ne joue plus du tout dans la même cour. Ce sont des addictions qui surviennent très vite et dont on est complètement incapable de détacher les individus. Oui, sachez qu'il y a des soirées estudiantines qui rassemblent éventuellement des étudiants en médecine, des étudiants en pharmacie, et qui se font donc avec de grandes lampées de cocaïne. Revenons au cannabis. 1 500 000 usagers réguliers. Plus d'1 million de sujets en consommant une fois tous les jours, voire même plusieurs fois par jour.
Dans mon activité au CHU de Rouen, ça n'était pas le cœur de mon activité, mais néanmoins, intéressé de longue date par ces problèmes du cannabis, j'avais un vendredi tous les 15 jours, une matinée que je consacrais donc à 2 consultations cannabiques de jeunes gens qui m'étaient adressés par leurs parents qui appartenaient au corps médical. Ce n'était pas un honteux corporatisme, mais comme je devais y consacrer peu de temps, eh bien, j'étais amené à ce mode de sélection. Un des derniers que j'ai eu à consulter avant d'être mis à la retraite, à 69 ans, on n'a plus voulu de moi à l'hôpital. Il n'y avait plus de statut qui permettait de prolonger mon activité. L'université m'a mieux traité parce que je suis encore professeur émérite, j'ai encore mon bureau, j'ai encore un accès au secrétariat, j'ai encore mon ordinateur. L'université traite mieux ces vieux praticiens que le monde hospitalier. Bref, je vous disais, un de ces derniers jeunes hommes que j'avais eu à consulter en était à 15 ou 17 pétards par jour. J'aime mieux vous dire qu'il n'était pas beau, le pauvre. Il était somnolent, le nodding off, la tête qui tombait en avant, la paupière lourde, l'œil injecté de sang. Notre discussion était d'une difficulté extrême. Je répétais 3 fois la question pour obtenir une réponse qui était à côté. Il y avait la recherche du mot ou la transposition du mot, un mot pour un autre, etc. Et il n'en était pas encore, m'avait-il affirmé, à l'ajout d'autres drogues. Ensuite, je ne l'ai plus vu, et puis j'ai eu quelques contacts ensuite avec des gens par qui il avait pu me rencontrer. Eh bien, il était mort d'une overdose, ce pauvre môme. J'avais été non seulement infoutu de le détacher du cannabis, mais en dépit d'une pédagogie redoublée, de l'empêcher donc de s'approcher d'autres drogues qui l'avaient happé littéralement. Donc, le cannabis est une drogue très addictive. 20% de ceux qui l'ont expérimenté en deviennent accros, en deviennent dépendants et en font une consommation dite problématique. C'est-à-dire qu'après avoir consommé une fois par semaine, ils sont passés à une fois tous les 3 jours, puis une fois tous les jours, puis plusieurs fois par jour. Ce cannabis, il est très toxique pour le cerveau. Pour apprendre, il faut être éveillé, il faut être attentif, il faut faire un effort. Il faut trier parmi des informations multiples celles qui sont pertinentes et que l'on aimerait stocker effectivement. On va stocker ça dans une structure qu'on appelle l'hippocampe, et là interviennent dans cette fonction un système de neurotransmission, de médiateur qui fait intervenir l'acétylcholine. Eh bien, vous savez que dans la maladie d'Alzheimer, ce sont des neurones à acétylcholine qui ont été détruits. Ce qui caractérise les effets du cannabis, il ne détruit rien, mais pendant tout le temps où il est là, pendant tout le temps où il est présent, et je vous ai dit qu'il perdurait longtemps dans l'organisme après sa consommation, eh bien il empêche ces neurones de fonctionner. Il empêche que le sujet constitue une mémoire de travail, une mémoire à court terme, une mémoire qui pourra disparaître ou qui, retravaillée, entrera dans le registre des mémoires au long cours, c'est-à-dire de la culture. Eh bien, le drame du cannabis, c'est qu'il tombe sur notre jeunesse à l'époque justement qui est celle de leur éducation. Et c'est la drogue dite de la crétinisation. Tel n'importe lequel qui consomme du cannabis aura une trajectoire, une trajectoire de vol qui se situera inéluctablement en dessous du niveau qu'il aurait eu s'il n'avait pas touché, s'il n'avait pas rencontré cette drogue. Oui, c'est entre
On parlait, le président disait tout à l'heure, c'est au niveau de l'université, oui. Puis ensuite, ce fut au niveau du lycée. Eh bien, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies nous apprend que c'est maintenant au niveau du collège que s'effectue l'expérimentation par le cannabis. Or, plus tôt l'essayer, c'est plus vite l'adopter et c'est se détériorer de façon plus importante. Car c'est le problème de la maturation cérébrale. Le cannabis tombe sur nos jeunes à la phase dite de leur maturation cérébrale. Cette maturation cérébrale, elle se situe entre 12 et 24 ans. Autrement dit, quand certains disent on ne mettra la limite d'autorisation du cannabis qu'à 18 ans, c'est bien trop tôt. Je vous dis, la maturation cérébrale, c'est entre 12 et 24 ans. C'est quoi la maturation cérébrale? Petit détour par cet aspect neurobiologique important. Quand nous naissons, telle une pépinière, tous les arbres sont plantés, tous les arbres neuronaux sont plantés. Mais ensuite, ils vont se développer très lentement pendant l'enfance. Et c'est à partir de la 12e année que là, la croissance devient extrêmement intense. Le but de cela, de cette croissance, il y a toujours le même nombre d'arbres, mais c'est une multiplication des branches, ce qu'on appelle les ramifications cylindre-axile. C'est une multiplication des boutons synaptiques, comme les feuilles des arbres. Le but de l'opération, c'est d'établir le maximum de contacts, le maximum de relations avec tous les neurones alentours. Et donc, la maturation cérébrale s'est faite d'abord d'une prolifération. Les anglo-saxons appellent ça le sprouting. Et puis, donc, des contacts multiples se trouvent ainsi établis. Mais tous n'ont pas vocation à perdurer. Ceux qui vont être mobilisés par une fonction, eux, vont perdurer, seront pérennisés. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien, vont être élagués, supprimés. L'élagage, c'est en anglais le pruning. Et vous voyez que la maturation cérébrale, c'est une espèce de partie de bras de fer entre deux phénomènes contradictoires, la prolifération, sprouting, et l'élagage, le pruning. De façon tout à fait physiologique, des substances endogènes fabriquées par notre cerveau, substances qui sont des dérivés de l'acide arachidonique, de l'huile d'arachide, peanuts. Eh bien donc, des substances dérivées de l'acide arachidonique dont les membranes de nos cellules sont très riches, sont à la manœuvre. Ce sont les endocannabinoïdes qui vont agir sur des récepteurs qui leur sont propres et qui vont donc arbitrer entre ces phénomènes contradictoires. Eh bien, le THC agit sur les mêmes récepteurs que ces substances endogènes. Mais au lieu de mimer leurs effets, il va les caricaturer. Il va s'imposer partout à la fois, intensément, durablement, et dès lors perturber complètement la subtilité extrême qui présidait à l'action de ces endocannabinoïdes. Et c'est ainsi que des synapses qui auraient dû perdurer vont être élaguées, avec elles une amputation cognitive, avec elles une réduction des choses qui ont déjà été apprises. Et d'autres, elles, d'autres synapses, qui auraient dû, elles, disparaître, vont perdurer. Et elles vont constituer des voies, des circuits qui vont être utilisés par des processus pathologiques que sont les troubles délirants et les troubles hallucinatoires, deux manifestations caractéristiques de la schizophrénie, la folie au sens commun du terme, délire et hallucination. Délirer, c'est avoir une pensée coupée de la réalité, à l'espèce d'état de rêve éveillé. Quant à les hallucinations, ce sont des perceptions erronées, des perceptions sans objet,
quelle est cette boule de feu qui fonce sur moi? Mais qui donc est en train de me caresser le dos? Mais qui donc a pris les manettes de mon cerveau et m'impose de faire ceci ou de faire cela? Ces manifestations caractéristiques de la schizophrénie établissent en fait les relations étroites qui existent entre la consommation du cannabis et la schizophrénie. On estime annuellement que 300 accidents de la route, mortels de la route, sont le fait d'une consommation isolée de cannabis, de THC. Et l'on sait maintenant que le fait d'adjoindre, et c'est une association éminemment fréquente, au cannabis, l'alcool multiplie par 29 le risque d'avoir un accident mortel de la route. Et on ne parle là que d'accidents mortels, parce qu'il y a plein d'autres accidents qui peuvent laisser les sujets dans des états physiques pitoyables. Le cannabis est aussi désinhibiteur. Alors certains vous diront, pour le meilleur, chez le sujet introverti, ça lui permet de faciliter, de développer donc de l'empathie, mais ça permet aussi de lever des inhibitions et l'on voit se multiplier des actes agressifs, le recours à des armes, aux couteaux, etc., qui sont largement ou qui peuvent être assez largement reliés à la consommation de cannabis. Le cannabis augmente le risque suicidaire. On a vu croître la suicidalité de nos jeunes parallèlement à leur consommation de cannabis. Mais deux courbes parallèles ne sont pas inéluctablement reliées par un lien de causalité. Avec Marie Choquet, qui était épidémiologiste à Cochin, avec qui nous avons écrit un livre, Le cannabis, les risques à l'adolescence, Marie Choquet a eu accès à ces questionnaires qu'un certain nombre de nos jeunes appelés aux journées pour la défense, journées d'appel pour les JAPD, je ne sais plus comment ça se traduit, donc remplissent des questionnaires. Et l'un de ces questionnaires est le suivant. Fumez-vous? Oui, non. Du tabac? Oui, non. Du cannabis? Oui, non. Du cannabis? Oui. À quelle fréquence? Une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, plusieurs fois par jour. Avez-vous déjà eu des idées suicidaires? Avez-vous déjà eu des tentatives? Avez-vous déjà effectué des tentatives suicidaires? Et de démontrer alors une corrélation très hautement significative entre les consommations de cannabis, les idées suicidaires et les tentatives de suicide. Étant entendu que ces questionnaires ne concernent pas ces jeunes qui, hélas, seraient morts par suicide avant d'être appelés à ces... Autre aspect, le cannabis incite à adjoindre d'autres drogues. Jusqu'alors, on le savait par le mécanisme suivant. Je prends un pétard tous les 3 jours, puis ça ne me suffit plus, j'en prends un tous les jours, puis ça ne me suffit plus, j'en prends 5 ou 6 par jour, et puis ça ne me suffit plus, eh bien je suis obligé d'adjoindre une autre drogue pour maintenir ce que j'attends des drogues, c'est-à-dire d'intensifier la transmission dopaminergique dans une microstructure du cerveau, mais qui peut lui jouer plein de tours, que l'on appelle le noyau accumbens. Il n'est pas de plaisir de quelque nature que nous éprouvons qui ne procède d'une intensification, d'une augmentation de la libération d'un neuromédiateur, d'une substance de communication interneuronale, dans une toute petite structure du cerveau qu'on appelle le noyau accumbens ou striatum ventral. Eh bien donc, le sujet qui s'est habitué, donc, par des consommations de drogues diverses et variées, à avoir une stimulation dopaminergique intense dans cette structure, quand le produit qu'il consomme ne suffit plus à assurer donc ce besoin, il ajoute une autre drogue, puis une autre encore. Et l'on voit se développer. Autrefois, il y avait l'alcoolique. Il était aussi tabagique, on parlait d'alcoolo-tabagique, et il buvait pas mal de café avec cela. Et les choses en restaient là.
Mais maintenant, ça, cette triplette tabac, alcool, caféine était déjà acquis, et alors on part au-dessus. On fait des strates, des couches supplémentaires. Et donc, c'est le cannabis, et puis ensuite, on va y ajouter des amphétaminiques, et puis ensuite, on va passer à la buprenorphine à haut dosage, et puis ça risque de se terminer par ces 200 000 héroïnomanes que nous évoquions tout à l'heure. J'ai oublié la relation qui existe entre le cannabis et la folie au sens commun et ordinaire du terme. Parlant de cela, j'ai l'impression de réinventer l'eau tiède. C'est une très vieille histoire que je vous raconte là. Jacques-Joseph Moreau, dit Moreau de Tours, parce qu'il avait fait ses études médicales à Tours, était devenu un aliéniste éminent. Et à Paris en particulier, il réunissait, en l'hôtel Pimaudan, dans l'île de la Cité, il réunissait ses copains du mouvement romantique, Hugo, Baudelaire, Nerval, etc., pour leur fantasia. C'est-à-dire qu'ils allaient consommer une confiture verte, le dawamesque. C'était une préparation qui était faite avec donc du hashish, avec de l'huile d'amande, avec du musc, etc. Ça devait être tout à fait agréable au goût. Mais qui plus est, il pouvait, Jacques-Joseph Moreau, étudier les modifications du comportement de ses amis, et il trouvait qu'il ressemblait énormément à ce qu'il étudiait alors chez ses aliénés, et donc il a fait de cela un livre de 450 pages qui s'appelle « Du hashish et de l'aliénation mentale ». 1853, c'est pas un lapsus, 1853. On savait cela parfaitement à cette époque. Mais cette consommation était limitée à des sujets adultes, bien dans leur tête, bien dans leurs bottes, droit dans leurs bottes, selon l'expression juppéenne. Donc, pas de problème. Les problèmes sont apparus, c'est après la libération. Les troupes américaines qui demeuraient en stationnement en Europe pour empêcher Staline de venir étendre son influence, ces jeunes Américains, donc, qui étaient mobilisés en France, ont fait la connaissance du cannabis. Et deux auteurs, Tennant et Groesbeck, ont constaté que l'incidence de la schizophrénie de 3 à 4% était 3 à 4 fois supérieure à celle de leurs homologues demeurés dans leur pays natal. Des jeunes Américains faisant leur service en Amérique étaient 3 à 4 fois moins touchés par la schizophrénie. Or, parmi les éléments pouvant expliquer cela, il y avait l'apparition donc d'une consommation de cannabis. En fait, les choses importantes sont apparues plus tard. Dans une étude en particulier suédoise. En Suède, 1971, existait un très grand laxisme vis-à-vis de la diffusion du cannabis, à l'égal de celui que nous connaissons en France actuellement. C'est un cannabis 6 fois moins dosé que celui qui prévaut actuellement sur le marché français. Et bien donc, dans Sven Andréasson, un psychiatre, est troublé dans son activité médicale par ces jeunes gens qui viennent consulter et qui donc présentent des manifestations schizophréniques tout à fait manifestes et même extrêmement cognées et qui résistent à un antipsychotique majeur qui était déjà disponible, le halopéridol aldol, qui reste un produit fort
de notre pharmacopée antipsychotique. Et il se dit, après avoir interrogé ces jeunes gens et leur avoir fait avouer leur consommation de cannabis, il se dit, est-ce qu'on ne serait pas en train de passer à côté de quelque chose? Et il se dit, il faut en avoir le cœur net. Il arrive à convaincre les autorités politiques suédoises du moment de lui donner les moyens d'une étude gigantesque, jugée plus tôt. Elle va prendre les 50 000 conscrits de l'année 1971 en Suède. Tous vont être vus par des psychologues et à moindre suspicion de schizophrénie, le diagnostic va être confié à un psychiatre qui habituellement confirme donc les pressentiments du psychologue. Ces jeunes gens-là vont être sortis de l'étude. Et on reste avec les autres à qui on demande quelle a été leur consommation de cannabis avant la conscription, avant 18 ans. Et ces jeunes gens vont être suivis ensuite pendant les 10 années qui vont suivre, grâce au registre des maladies mentales qui n'existe, à ma connaissance, qu'en Suède. Dans les 10 ans qui vont suivre, chacun de ces jeunes gens, de ces jeunes hommes, qui va se présenter dans une clinique ou dans un établissement public psychiatrique, va être donc étudié, diagnostiqué comme dépressif, comme schizophrène, etc. 71-80, 2 années pour mouliner cette masse énorme des données, et en 1983, dans une revue majeure de notre monde médical, The Lancet, Sven Andreasson publie les conclusions. Le fait d'avoir fumé plus de 50 joints en tout avant l'âge de la conscription multiplie par 6 le risque de devenir schizophrène dans les 10 années qui suivront. La Suède va tirer pleinement parti de ce constat. Elle va se doter d'une législation qui est assez semblable à notre législation de 1969, mais elle va savoir la faire appliquer, c'est-à-dire qu'elle va l'expliquer, c'est-à-dire qu'elle va la justifier, et c'est-à-dire qu'elle va appliquer, effectivement, faire appliquer par sa justice les peines qui sont prévues à cet égard. Exactement le contraire de ce qui s'est fait en France depuis la loi de 1969. On en est tombé maintenant, alors qu'il s'agissait de la possibilité d'une incarcération d'1 an. La prison n'a jamais été une solution pour les drogues et toxicomanies, croyez-moi, c'est évident. Mais par contre, l'amende, elle, de 3 500 €, j'ai converti en euros ce qui était exprimé en francs, elle pouvait être appliquée. Même les juges se font forts de ne pas vouloir appliquer bêtement la loi, mais d'y mettre en fait leur propre appréciation. Or, en fait, ça a été du partout ou rien. Et ça n'a jamais été du partout parce que ces sanctions n'ont jamais été infligées. Et c'était du rien, du classement sans suite, avec des jeunes gens qui étaient présentés aux juges, qui étaient donc, après un rappel à la loi, qui étaient élargis et qui allaient en plus narguer les policiers qui les avaient amenés devant le juge, n'est-ce pas? Et donc on en est arrivé à une sanction qui est une amende de 200 € en solde de tout compte, inscrite nulle part, ce qui permettrait au moins d'éviter les récidives si à chaque récidive, on incrémentait le niveau de l'amende. Vous n'y pensez pas. Jusqu'à ce qu'il y a 1 an ou 2, le président de la République se mette à découvrir qu'en plus, 60 à 70% de ces amendes n'étaient jamais perçues. Voilà comment on combat en France ce fléau. Et voilà comment, en France, nous sommes les tout premiers consommateurs de cannabis
parmi les 27 États membres de l'Union européenne. On est les meilleurs. Le cannabis est toxique pour le corps, je l'ai déjà dit, il engendre 6 fois plus de goudron, 6 fois cancérigène, 6 fois plus d'oxyde de carbone, toxique en particulier, pour l'appareil cardiovasculaire. En matière de cancer bronchopulmonaire, je vous donne une étude récente. C'est le congrès de pneumologie de janvier de l'année dernière qui nous l'a appris. L'âge d'apparition d'un cancer bronchopulmonaire chez un fumeur de cannabis se situe à 54 ans. L'âge d'apparition d'un cancer bronchopulmonaire chez un fumeur de tabac se situe à 60 ans. Quant à l'âge d'apparition d'un cancer bronchopulmonaire chez un sujet non-fumeur, parce qu'effectivement, on peut quand même avoir un cancer bronchopulmonaire sans avoir fumé ni tabac ni cannabis, se situe au-delà de 70 ans. Oui, le cannabis est plus toxique que ne l'est le tabac. En termes cardiovasculaires, outre les infarctus du myocarde, outre les artérites oblitérantes chroniques des membres inférieurs, outre les accidents vasculaires cérébraux, le cannabis donc est au premier rang. En termes d'infarctus du myocarde, il est la troisième cause, devant le tabac, la troisième cause de déclenchement d'infarctus du myocarde. Le cannabis est toxique pour l'enfant conçu. Une femme sur 4 qui fume du tabac avant le début de la grossesse ne peut se séparer du tabac. Eh bien, quand elle y a ajouté du cannabis, ce sont 3 femmes sur 4 qui sont incapables de se débarrasser pendant leur grossesse et du tabac et du cannabis. Avec quelles conséquences ? Sur la grossesse, une abréviation de la durée de la gestation, estimée à 2 à 3 semaines. Ça donne des nourrissons hypotrophes, mais plus de taille et de poids plus petits que ne le voudrait une prématurité d'une autre cause. Ça donne ensuite, nous avons un collègue qui est venu nous expliquer cela à l'Académie il y a quelques années. C'est un pédiatre de l'hôpital Dr Chabrol, de l'hôpital de Jacques Monod du Havre, et qui est venu nous décrire ce qu'il appelait le cri cannabique. Un nourrisson qui vient de naître, donc, les vagissements, qui sont les premiers cris que pousse le nourrisson, ont une tonalité pour lui, pour son oreille musicale, ont une tonalité différente de celle d'un nourrisson, d'une maman non consommatrice. Quelles sont les conséquences de cela ? C'est un simple fait anecdotique, je n'en tirerai aucune conclusion. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le risque de mort subite des bambins dont la maman était consommatrice de cannabis est plus important que dans la population générale. C'est un drame absolu que cette maman qui trouve le matin un bébé mort alors que tout allait bien le soir, après la dernière tétée de la journée. Ce sont des mômes qui présentent une hyperactivité avec déficit de l'attention, avec une plus grande fréquence, car il y a des hyperactivités avec déficit de l'attention chez les bambins dont la maman n'a pas été consommatrice de cannabis, mais il y en a davantage chez celle-là. Vous savez, ces petits mômes vibrillonnants, très crûment chiants pour leurs parents, pour les frères et sœurs et pour leurs éducateurs. Et puis, c'est aussi un accroissement important du risque de développer donc une toxicomanie dès l'adolescence. Sécurité routière, j'ai déjà évoqué cela. 23% des sujets impliqués dans un accident mortel ont consommé un stupéfiant, et ce stupéfiant, à 98%, c'est du THC.
la présence de cannabis multiplie par 2 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Ce risque passe à 29, là j'ai mis 30, s'il y a association au cannabis de l'alcool. Et j'aimerais maintenant évoquer un point qui me tient à cœur et que je travaille depuis une dizaine d'années maintenant, depuis une publication Princeps qui est celle de Yasmin Heard du Mount Sinai Institute d'addictologie. Ce sont les effets épigénétiques du cannabis. La génétique, vous savez ce que c'est? Notre programme génétique est inscrit dans notre ADN. Nous sommes, pour partie, le produit de nos gènes, de ceux que nous avons reçus de nos parents qui le tenaient, de leurs grands-parents, etc. Mais nous ne sommes pas que le produit de nos gènes. Nos gènes, lorsqu'ils sont exposés à différents éléments environnementaux, vont voir leur capacité d'être exprimée modifiée. Ce ruban d'ADN comporte une espèce de gang faite de protéines, faite d'histones, qui constitue la chromatine. Or, on sait maintenant que la consommation du cannabis par son THC vient opérer sur cette chromatine des greffes de certains radicaux chimiques, méthyl pour les uns, acétyl pour les autres. Et ceci modifie en quelque sorte la façon dont cette gaine entoure le ruban d'ADN. Et ceci peut être de nature à modifier l'expression du gène, modifiant non pas le génotype, mais le phénotype. Et je vais vous donner quelques exemples de cela. Vous avez ici une forme condensée de l'ADN qui ne permet pas facilement la copie de tel ou tel segment de cet ADN. Et là, il y a donc une forme étirée de cet ADN qui facilite la copie. Et bien donc, le THC a pour effet, sur certains gènes, d'empêcher ou de diminuer la copie donc des gènes correspondants. Tel sujet qui consomme du THC aujourd'hui, qui arrive à arrêter sa consommation, va voir disparaître un certain nombre d'effets aigus, mais va voir persister au très long cours un certain nombre d'autres effets. Les effets du THC sur l'organisme ne se limitent pas à ceux de sa présence dans l'organisme. Pendant le temps où il était présent dans l'organisme, il a modifié durablement l'expression de certains gènes, ce qui va se traduire, si cela survient pendant la maturation cérébrale, par une perturbation de cette maturation, nous l'avons déjà évoqué, avec une baisse du quotient intellectuel. On sait que le sujet est incapable d'apprendre sous l'Empire, ou incapable d'apprendre, apprend avec beaucoup plus de difficulté sous l'influence du cannabis. Mais on se dit que quand il a arrêté, eh bien, il va pouvoir recouvrer peut-être toutes les aptitudes qui étaient les siennes préalablement. Non, il reste des amputations cognitives qu'il ne pourra jamais réparer. Des troubles anxieux. En aigu, le cannabis est anxiolytique. Certains, d'ailleurs, sont tentés de l'utiliser un peu à la façon des benzodiazépines. Mais, en fait, au long cours, l'effet disparaît et même à l'effet anxiolytique initial, c'est suite à un effet d'anxiété. C'est d'ailleurs souvent à ce stade qu'ils viennent consulter.
Et si on ne leur fait pas avouer que cette anxiété dont ils souffrent peut être liée à la consommation de cannabis, on va se planter. C'est-à-dire qu'on va sauter à pieds joints sur la prescription d'une benzodiazépine, d'un anxiolytique, produit qui est également très addictif, et on va ajouter à l'addiction au cannabis l'addiction aux benzodiazépines. Les produits qui devraient être utilisés dans ce contexte ne devraient surtout pas être les benzodiazépines. Il faudrait préférer certains antihistaminiques, H1, le nom de celui auquel je pensais ne me revient pas instantanément, ou bien le recours à la buspirone ou Buspar, autre anxiolytique, l'Atarax, celui dont je cherchais le nom, l'hydroxyzine ou Atarax, comme antihistaminique H1, ou bien encore la buspirone ou Buspar comme anxiolytique, donc dans ce contexte d'addiction au cannabis. Troubles dépressifs. Et vous savez, ces idées suicidaires dont nous parlions tout à l'heure, tel sujet déprimé, tristouné, introverti, qui ne se projette pas dans l'avenir, qui ne bâtit pas de projet, je ne dirais pas de projet d'avenir, c'est un pléonasme par trop utilisé dans nos médias, n'est-ce pas? Ce sujet-là vient à rencontrer le cannabis. Et il a l'impression d'un seul coup que ce ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, proie aux longs ennuis, c'est Baudelaire, je redeviens le poète à mes heures, ce sujet donc qui a consommé du cannabis voit se fragmenter ces épais nuages et il voit un peu de bleu entre ceux-ci. Et il se dit, ça y est, j'ai trouvé mon antidépresseur. Il y vient, il y revient, il en use, il en abuse, jusqu'à ce que ça ne fasse plus rien, jusqu'à même que se réapparaisse une dépression bien plus vive qu'elle n'était primitivement, avec en embuscade le risque suicidaire. La schizophrénie, je vous en ai déjà parlé et je vous en ai indiqué les mécanismes. Les troubles bipolaires. Est-ce que parce que les sujets sont bipolaires, ils ont une grande propension à recourir aux toxicomanies? Ou est-ce que parce qu'ils ont consommé des drogues qu'a émergé chez eux une bipolarité masquée? En tout cas, risque aussi de cancer du testicule, avec une variété de ces cancers qu'on appelle le germinome non-séminome. Le séminome commun est maintenant traité avec une bonne efficacité. Le germinome non-séminome, qui est donc la rançon d'une consommation de cannabis, elle est beaucoup plus difficile à traiter par les médicaments disponibles. Et puis, toujours par ces mécanismes épigénétiques, eh bien, il est montré chez l'animal en particulier que le fait de pré-traiter pendant quelque temps un animal scélérat avec des doses significatives de THC font que l'animal, lorsqu'il se verra ensuite présenter qui les morphiniques, qui la cocaïne, eh bien d'emblée se fera happer par celle-ci. La fibre, pour prendre une métaphore de teinturerie, la fibre a été mordancée par le THC de sorte que la teinture, qui est celle de la cocaïne ou celle de la morphine, prendra plus facilement. On savait que les enfants qui étaient nés et élevés dans une famille de toxicomanes étaient beaucoup plus vulnérables aux toxicomanies à l'adolescence. Et on disait, ah oui, mais ils ont eu des drogues qui traînaient dans l'appartement, ils n'ont pas eu le bon exemple, ils n'ont pas bénéficié d'une éducation près de prévention. Tout cela était tout à fait logique et ne doit sûrement pas être évacué. Mais ce que l'on sait maintenant, c'est que par un mécanisme épigénétique,
le THC vient modifier l'expression de certains gènes qui interviennent dans l'appétence, dans les effets de récompense que produisent certaines drogues sur l'individu. Et donc, et c'est là que les choses se compliquent encore, c'est qu'il est montré maintenant que ces phénomènes sont transmissibles d'une génération à l'autre. Certaines de ces modifications épigénétiques peuvent être transmises par les parents à leurs enfants. Je vais vous donner un exemple, et ça fait 12 ans que cette publication, dans une très grande revue, je crois que c'était Nature ou Science, a été acceptée. Elle a été commentée simplement dans quelques milieux intellectuellement favorisés, mais les médias se sont empressés de ne pas le diffuser. Yasmine Heard a accès à 20 fœtus issus d'avortements de la 20e semaine. 20 fœtus qui proviennent de mamans qui étaient consommatrices de cannabis, ce que l'on vérifiait par la présence en particulier dans leurs urines de cannabinoïdes urinaires. Et 20 autres fœtus qui, eux, sont issus de mamans qui n'étaient pas consommatrices de cannabis, fœtus de 20 semaines. Elle effectue une coupe de ces cerveaux et au niveau de cette structure dont je vous parlais tout à l'heure, le centre du plaisir, le noyau accumbens, le striatum ventral, eh bien, elle constate une diminution de 50% chez les fœtus issus de mamans consommant du cannabis, une baisse de 50% des récepteurs D2 de la dopamine. Je vous ai dit, le plaisir est produit par une libération de dopamine dans le noyau accumbens qui stimule les récepteurs de type D2. Oui, mais si ces récepteurs D2 sont chez l'adolescent diminués de moitié, eh bien, ça fait des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ne sont pas comme les autres. Ils sont anédoniques. Ils ne perçoivent pas le plaisir comme le perçoivent leurs amis, leurs copains. Ils ont même un comportement un peu dépressif. Et s'ils viennent à croiser le chemin d'une drogue, et pourquoi ne le croiseraient-ils pas? De n'importe quelle drogue, car le commun dénominateur mécanistique des drogues, c'est d'intensifier la transmission dopaminergique, d'augmenter la libération de dopamine dans le noyau accumbens, de stimuler davantage les récepteurs D2. Eh bien, ceux qui étaient très malheureux de cette absence de stimulation, d'un seul coup, voient cela réparer. Et donc, ils éprouvent de cette drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit les catinones, tout ce que vous voulez, ils en éprouvent un plaisir indicible, très au-delà de celui qu'en éprouvent leurs copains. Et dès lors, le piège sur eux s'est refermé. Ce qu'ils ont vécu est tellement intense et tellement important qu'ils n'ont de cesse que de repiquer au truc, qu'ils n'ont de cesse que de revenir à cette drogue, puis à une autre encore. Et voilà pourquoi donc, tels dont les parents ont été consommateurs de cannabis, lorsqu'arrive l'adolescence, lorsqu'ils portent les marques épigénétiques de cette sous-expression des récepteurs dopaminergiques de type D2, vont alors sombrer dans les toxicomanies parce que n'importe quelle drogue va réparer en quelque sorte ce qu'ils ont hérité de leurs parents. L'évolution de l'usage d'autres drogues illicites que le cannabis. Eh bien, vous voyez combien s'accroît la consommation de cocaïne dans notre pays. Pourquoi cela? Comment cela? Pourquoi cela? Parce que la production andine de cocaïne n'a fait que croître et embellir.
Et l'étanchéité de la frontière mexicaine avec l'Amérique du Nord est devenue beaucoup plus imperméable. De là donc, cette cocaïne, par les Caraïbes, part sur l'Afrique occidentale, part sur à l'ouest de l'Afrique, Mauritanie, remonte par le Maroc, l'Espagne. Et puis il y a d'autres voies directement par les Caraïbes, à partir des bateaux. Et vous savez, les ports français qui se laissent contaminer. Dieppe, récemment. Le Havre, les histoires au Havre de douaniers, oui, je dis bien de douaniers qui sont subvertis, se multiplient. J'ai un ami qui était procureur de la République et qui m'a dit qu'il a vu, à partir de Rouen où il exerçait, qu'il a vu croître comme ça ce nombre d'affaires de subversion de fonctionnaires. L'argent est considérable et dès lors, vous avez vu que celui qui a été enlevé il n'y a pas très longtemps, il y a 48 heures, du péage d'Incarville, c'est tout près de Rouen, eh bien, est en fait un gros trafiquant de cocaïne et d'autres drogues d'ailleurs. Et donc, il a dans ses réseaux les moyens de subvertir ses copains, etc. Ça devient, vous avez entendu parler de la mocromafia qui sévissait en Hollande, qui donc a amené même à mettre sous protection policière la famille royale qui était donc menacée. La princesse, j'ai oublié son prénom, était obligée d'arriver à l'université sous bonne escorte parce qu'elle était menacée d'être... Ce phénomène est en train de se développer. On en voit chaque jour. J'ai des amis qui m'envoient toutes les coupures de presse qui expriment ce sujet. Ça devient proprement inquiétant. Et vous avez évoqué, Monsieur l'Empereur, Monsieur le Président, vous avez évoqué la montée du péril, mais nous la voyons se développer sous nos yeux, n'est-ce pas? La cocaïne, c'est soit le chlorhydrate de cocaïne, une poudre blanche soluble dont la solubilité permet de la sniffer, cette poudre très finement divisée qui va se déposer sur les coanes, qui est une membrane, en fait la membrane dite de Schneider, qui est une membrane très irriguée. Quand vous saignez du nez, quand vous avez un épistaxis, c'est de là que ça coule, n'est-ce pas? Eh bien donc, cette membrane est toujours humide. Et quand vous inhalez la poudre blanche, très divisée, elle se dépose sur cette membrane, elle se dissout rapidement et elle est donc résorbée par des vaisseaux qui sont très proches du cerveau. Car le but de l'opération, c'est non seulement d'éprouver les effets de la drogue, mais de les éprouver rapidement. Quand il y a une variation subite, soudaine, abrupte de la transmission dopaminergique, cela correspond à ce qu'on appelle le shoot. C'est une espèce de sensation pseudo-orgasmique, une espèce d'éclair, de décharge électrique. Et quand le sujet vous raconte ce qu'il ressent, c'est proprement terrifiant. On a envie de lui dire « Mais vous n'avez jamais recommencé ça. J'ai l'impression que les yeux me sortent des globes oculaires. J'ai l'impression que la cervelle me coule par les oreilles. Vous n'avez jamais recommencé ça. » Et alors là, il y a une disjonction complète entre la relation qui est faite et le souvenir, le plaisir qui en est conservé. Enfin donc, c'est ça le shoot. C'est vécu en appuyant sur le piston de la seringue, en s'injectant soit de l'héroïne, soit de la cocaïne qui peut s'administrer par voie intraveineuse, mais également par le sniff. Quant au crack, ça n'est plus le sel de cocaïne, mais c'est la cocaïne base, insoluble dans l'eau, mais qui a cette caractéristique,
à la température de 98 degrés, d'être sublimé, de passer de l'état solide à l'état gazeux, et donc de pouvoir être inhalé, d'arriver rapidement dans l'espace ventilatoire, de passer rapidement des alvéoles pulmonaires dans le torrent circulatoire, et de là d'être emmené avec enthousiasme vers le cerveau. Cette cocaïne base, parce qu'elle arrive justement très rapidement au cerveau, eh bien, est éminemment addictive. Et vous avez entendu parler donc des Staline Crack, de la colline du crack à Paris, qui rassemble comme cela un nombre important de sujets qui sont en situation d'ailleurs irrégulière et qu'on est infoutu de renvoyer chez eux, et qui arrivent non seulement comme consommateurs, parce qu'ils sont complètement shootés, camés, paumés, mais ils servent aussi pour l'entrée donc de la drogue dans notre pays. Voilà des pipes à crack, vous voyez, ces boulettes-là, oui, crack, parce que quand on les échauffe, elles émettent des craquements, de là l'expression crack. Voilà des pipes à crack, vous mettez là-dessus donc une boulette, avec un briquet, vous chauffez par en dessous, la volatilisation s'opère, vous inhalez. Je ne suis pas en train de vous donner des recettes. Et puis, je vois que le temps passe et je vais terminer. De nouvelles drogues arrivent, ou c'est la reviviscence d'anciennes drogues, mais beaucoup plus fortement dosées qu'autrefois. Le protoxyde d'azote, le N2O, qui est utilisé pour faire donc des crèmes chantilly, est maintenant beaucoup plus utilisé par nos jeunes pour être inhalé. La kétamine qui était un médicament utilisé en anesthésie générale et qui au réveil donne des états de type psychédélique, la kétamine fait l'objet en particulier dans les rêves parties, rêves qu'il faut traduire par non pas rêve, mais par bien, le terme m'échappe instantanément. L'ecstasy réapparaît, mais sous des dosages beaucoup plus forts qu'autrefois. Les catinones. Les catinones sont des alcaloïdes du khat, le khat des abyssins. C'est un arbrisseau qui pousse à l'origine entre le Tigre et l'Euphrate, qui a largement diffusé dans la péninsule arabique. Ce sont des feuilles persistantes toute l'année, et donc il suffit d'en mâchonner. N'achetez pas sur le pavé nantais, vous seriez déçus, parce que dans le temps de transfert depuis la péninsule arabique jusqu'à Nantes, eh bien la catinone devient catinine 10 fois moins puissante. Donc vous seriez très déçus à consommer sur place. Catinones qui sont utilisées dans le chemsex. C'est quoi le chemsex ? Eh bien, c'est une activité sexuelle boostée, magnifiée par le recours à des drogues. Alors, vous allez me dire, ça doit être très réduit. Et non, pas du tout. D'abord, dans les soirées homosexuelles, dans ces boîtes où ces individus vont se chevaucher plusieurs fois dans la nuit sans accru, comme ils disent, c'est-à-dire sans préservatif, et c'est un mode de diffusion actuel non négligeable du VIH, eh bien donc il recourt à ces drogues. Mais alors que c'était au début limité à la communauté homosexuelle, on voit cela maintenant diffusé aux activités hétérosexuelles. Dans une étude récente qui est parue dans JIM il y a 6 mois de cela, par enquête, dans un milieu donc estudiantin parisien et de la région parisienne, 20% de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes prétendaient donc s'adonner au simulacre de la reproduction sous l'empire donc de ces drogues, sous l'empire de ces catinones. Et je conclurai en vous offrant une contrepétrie. C'est pas la mère,
c'est la bouse. Allez, je traduis. C'est pas l'amour, c'est la baise. Je vous remercie de votre attention.